Écoutez, à partir du moment où j'avais donné une date très précise à Gianni, pour qu'on se retrouve, c'est ça les femmes. c'est pour ça que j'ai dit... Moi, je suis Angélique. Et pourtant, j'ai passé ma vie entière à essayer de lui échapper. Ces mots, murmurés sans colère ni regret, résonnent aujourd'hui comme une déflagration tardive. À plus de 80 ans, Michel Mercier ne crie pas. Elle ne règle aucun compte. Elle fait quelque chose de bien plus troublant. Elle dit enfin la vérité. Une vérité que des millions de spectateurs avaient pressentie sans jamais oser la formuler. Et si le rôle qui l'a rendue immortelle avait aussi été celui qui l'a lentement effacée en tant que femme, dans son appartement baigné d'une lumière douce, quelque part sur les hauteurs de Cannes, le temps semble suspendu. Ici, pas de tapis rouge, pas de flash, pas de robe somptueuse, seulement le bruit lointain de la mer, quelques meubles choisis avec soin et des souvenirs qui ne demandent qu'à être réveillés. C'est dans ce décor paisible, presque monacal, que Michel Mercier regarde sa vie comme on feuillette un vieux livre aux pages cornées. Elle ne cherche plus à corriger l'histoire, elle la relit. Et ce qu'elle y découvre n'a rien d'un conte de fées. Pendant des décennies, son visage a hanté les écrans. Ses cheveux flamboyants, son regard indomptable, sa démarche fière ont incarné une héroïne devenue mythique. Angélique, une femme forte, passionnée, insoumise. Aux yeux du public, Michel Mercier était Angélique. Ou plutôt, elle n'avait plus le droit d'être autre chose, car derrière l'icône adulée se cachait une actrice enfermée dans une image qu'elle n'avait pas entièrement choisie. Une cage dorée, brillante, confortable en apparence, mais dont les barreaux étaient invisibles et donc impossibles à briser. Ce que peu de gens ont compris, c'est que le succès n'est pas toujours une victoire. Parfois il arrive trop vite, parfois il est trop grand, et parfois il exige un prix que l'on ne découvre qu'une fois le contrat signé, celui de sa liberté, de sa voix, de son avenir. À l'époque, Michel Mercier n'avait pas le vocabulaire pour nommer ce malaise. On ne parlait ni de pression médiatique, ni d'exploitation, ni même de souffrance psychologique. On parlait de chance. On lui répétait « Vous devriez être reconnaissante ». Alors elle s'est tue, comme tant d'autres. Mais le silence, lorsqu'il dure trop longtemps, finit par peser plus lourd que les mots. Année après année, film après film, interview après interview, Michel Mercier a appris à sourire sans se dévoiler, à répondre sans dire, à exister sans vraiment vivre. Et pourtant, à l'intérieur, quelque chose résistait. Une petite voix, discrète mais tenace, qui refusait de se laisser dissoudre dans un personnage de papier. Cette voix, c'est celle que nous entendons aujourd'hui. Une voix fatiguée, certes, mais étonnamment claire. Une voix qui n'accuse pas, mais qui éclaire. Car en vieillissant, Michel Mercier a compris une chose essentielle. Le temps n'efface pas la vérité, il la décante. Ce qu'elle n'a jamais pu dire jeune, elle peut enfin le formuler maintenant, sans peur de perdre un rôle, un contrat ou une place dans un système qui, de toute façon, l'a déjà reléguée au passé. Et c'est précisément ce qui rend son témoignage si puissant. Il ne cherche ni la pitié, ni la réhabilitation. Il cherche le sens. Avant d'être Angélique, avant d'être un mythe, avant d'être un visage imprimé sur des millions d'affiches, Michel Mercier a été une enfant. Une enfant née dans un monde de privilèges, mais aussi d'attentes étouffantes. Une enfant à qui l'on avait déjà tracé le chemin, sans lui demander si elle voulait vraiment l'emprunter. Et c'est là, bien avant les caméras et les applaudissements, que tout a commencé. Avant d'être une femme libre dans l'imaginaire du public, Michel Mercier a grandi dans un monde où la liberté était un mot que l'on prononçait peu. Elle naît à Nice, au cœur d'une famille respectée, structurée, presque exemplaire. Son père est pharmacien, propriétaire d'une entreprise prospère, sa mère incarne l'élégance discrète d'un milieu où l'on ne manque de rien, sauf peut-être d'air pour respirer autrement. Tout semble écrit d'avance. Dans ce foyer, on ne rêve pas, on planifie, on ne s'égare pas, on poursuit. Et l'avenir de la petite Jocelyne, car c'est ainsi qu'elle s'appelle alors, ne fait aucun doute. Elle reprendra un jour le flambeau familial, dans la continuité, la stabilité, la respectabilité. Mais très tôt, quelque chose grince. Derrière la façade tranquille de la villa niçoise, l'enfant ressent une gêne diffuse, comme un vêtement trop étroit. Elle écoute les conversations d'adultes, observe les gestes précis, les horaires réglés, les certitudes inébranlables, et elle comprend, sans pouvoir encore le formuler, qu'on attend d'elle une vie qui n'est pas la sienne. Ce décalage, presque imperceptible au début, devient peu à peu une tension intérieure, une sensation d'enfermement, une cage invisible déjà.
C'est le corps qui lui offre la première échappée. La danse, le mouvement, le rythme. Là où les mots manquent, le geste parle. À 8 ans à peine, Jocelyne découvre le ballet comme on découvre une langue secrète. Chaque pas est une respiration, chaque pirouette une affirmation silencieuse. Je suis là. Elle supplie ses parents de la laisser entrer à l'école de ballet de l'Opéra de Nice. Contre toute attente, ils acceptent. Peut-être pense-t-il qu'il s'agit d'une fantaisie passagère, d'une passion d'enfant qui s'éteindra d'elle-même. Mais la danse ne s'éteint pas, elle brûle. Dans les studios, l'enfant se transforme. La discipline est sévère, la douleur quotidienne, les exigences implacables, les pieds saignent, les muscles hurlent, la fatigue est constante. Pourtant, Jocelyne ne se plaint jamais, car pour la première fois, elle a l'impression de choisir, de mériter chaque progrès, de se construire en dehors du regard paternel. Le ballet devient son refuge, son territoire, son acte de résistance le plus pur. À l'adolescence, son talent ne passe plus inaperçu. Sur scène, elle irradie d'une grâce naturelle, presque insolente pour son âge. Les professeurs parlent d'avenir, de carrière possible, de potentiel rare. Mais à la maison, l'enthousiasme n'est pas partagé. Son père observe ses rêves de tutu et de projecteur avec une bienveillance distante. Pour lui, la danse est une parenthèse charmante, rien de plus, un divertissement avant le retour à la vraie vie. Et cette vraie vie, il en est certain, ne se trouve ni sous les feux de la rampe, ni dans les coulisses d'un théâtre. Le conflit n'explose pas immédiatement, il s'installe lentement, comme une fracture silencieuse. D'un côté, une jeune fille qui sent son identité naître dans l'effort artistique. De l'autre, un père aimant mais inflexible, convaincu de savoir ce qui est bon pour elle. Entre les deux, un amour sincère mais incapable de se comprendre. Jocelyne apprend alors une leçon cruelle. On peut être aimé et pourtant étouffé. À 18 ans, l'étau devient trop serré. La Côte d'Azur, autrefois synonyme de lumière, lui paraît soudain trop étroite. Paris l'appelle, avec ses promesses et ses dangers. Quitter Nice, c'est trahir un destin tracé. C'est refuser la sécurité. C'est surtout affirmer pour la première fois un choix radical. Vivre pour soi. Le départ est discret, presque pudique. Pas de grande scène, pas de cris, seulement une valise, un cœur battant et la certitude qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Elle ne le sait pas encore, mais ce geste fondateur contient déjà tout ce qui définira sa vie, le courage de dire non, le prix de l'indépendance et cette solitude qui accompagne souvent ceux qui osent sortir du rang. À Paris, Jocelyne Mercier pense courir vers la liberté. En réalité, elle s'avance vers une autre scène, infiniment plus vaste et infiniment plus dangereuse. Le destin parfois n'entre pas par la grande porte. Il surgit à la faveur d'un dîner de famille, d'une rencontre anodine, d'une proposition que l'on hésite à refuser. Lorsque Jocelyne Mercier revient à Nice pour les fêtes de fin d'année 1956, elle ne s'attend à rien. Elle danse, elle étudie l'art dramatique, elle tâtonne encore. Le cinéma n'est qu'un détour possible, pas une destination. Et pourtant ce détour va l'engloutir tout entière. Ce soir-là, deux hommes observent la jeune femme avec attention. Un réalisateur, un scénariste. Ils cherchent une actrice pour un rôle secondaire, presque discret. Rien de prestigieux. Jocelyne décline d'abord. Elle se voit danseuse, pas actrice. Le cinéma lui semble artificiel, loin de la rigueur et de la vérité du corps qu'elle connaît si bien. C'est son père, paradoxalement, qui l'encourage à accepter. « Au moins, on te verra une fois à l'écran », lui dit-il. La phrase est prononcée sans emphase. Elle sonne presque comme une permission tardive. Jocelyne cède, à contre-cœur. Avant même de tourner, on lui demande de changer de prénom. Jocelyne, dit-on, n'est pas assez moderne, pas assez percutant. Elle choisit Michel en hommage à une sœur disparue trop tôt. Un choix intime, chargé de mémoire, qui marque déjà une forme de renaissance. Ainsi naît Michel Mercier. Ce qu'elle ignore encore, c'est que cette renaissance va bientôt effacer tout le reste. Quelques années plus tard, le cinéma français et européen est en quête d'une héroïne. Une femme forte, sensuelle, indomptable. Le rôle d'Angélique circule. Des stars le refusent. Trop risqué, trop contraignant, trop exposé. Les producteurs parcourent l'Europe, multiplient les essais, cherchent un visage qui puisse incarner à la fois la passion et la rébellion. Lorsqu'ils tombent sur Michel Mercier, elle tourne alors en Italie. Elle a 25 ans, elle est disponible, elle est différente. Et surtout, elle ne mesure pas encore l'ampleur du piège.
Les auditions sont longues, éprouvantes, presque humiliantes. On la scrute, on la teste, on la modèle. Des dizaines d'essais caméra, de costumes, de scènes rejouées jusqu'à l'épuisement. Michel tient bon. Elle sent confusément qu'Angélique n'est pas qu'un rôle. C'est un miroir déformant. Une femme qui se bat contre un monde d'hommes comme elle. Lorsqu'on lui annonce qu'elle est choisie, elle ne saute pas de joie. Elle se tait. Une intuition obscure traverse son esprit. Cette victoire aura un prix. Le succès est immédiat, fulgurant. Angélique n'est pas simplement un film, c'est un phénomène. Les salles sont pleines, les journaux s'emballent, le public est conquis. Les femmes veulent lui ressembler, les hommes la désirent, les médias se nourrissent de son image. 5 films suivent, partout le même engouement, partout le même amalgame, Michel Mercier est Angélique. Peu à peu, son nom disparaît derrière celui du personnage. Mais tandis que le public s'enivre, l'actrice suffoque. Le rôle qui l'a propulsée au sommet devient une étiquette impossible à décoller. Les scénarios différents se font rares, les propositions audacieuses n'arrivent plus. Les producteurs ne voient en elle qu'une marquise passionnée, figée dans un XVIIIe siècle fantasmé. Lorsqu'elle ose demander de meilleurs dialogues, une rémunération plus juste, ou simplement le droit d'exister autrement, on la regarde avec étonnement. On lui rappelle subtilement qu'elle devrait être reconnaissante. Elle découvre alors une vérité brutale du métier. La gloire appartient à ceux qui la contrôlent. Malgré le succès mondial de la saga, Michel Mercier est payé une somme dérisoire. Elle comprend qu'elle est devenue remplaçable, interchangeable, prisonnière d'une image qui ne lui appartient plus. Angélique lui a tout donné, et tout pris. « J'ai tout essayé pour lui échapper », confiera-t-elle plus tard. Mais plus elle fuyait, plus le personnage la rattrapait. Refuser de tourner les suites suivantes est un acte de survie. Un refus silencieux mais lourd de conséquences. À partir de cet instant, quelque chose se brise entre elle et l'industrie. Le mythe continue sans elle, mais la femme, elle, commence à payer le prix de son audace. Elle ne le sait pas encore, mais en disant non à Angélique, elle vient d'entrer dans une zone dangereuse, où le talent compte moins que l'obéissance. À partir du moment où Michel Mercier cesse d'être docile, le regard que l'industrie pose sur elle change. Ce n'est pas brutal, ce n'est pas officiel, c'est plus insidieux, plus dangereux. Les sourires deviennent tièdes, les promesses se dissolvent, les coups de téléphone se font plus rares. Dans le cinéma de cette époque, on ne punit pas ouvertement, on efface, lentement, proprement. Derrière les décors somptueux et les dîners mondains, le pouvoir circule à voix basse. Les règles ne sont jamais écrites, mais tout le monde les connaît. Une jeune actrice doit être reconnaissante, flexible, silencieuse, et surtout, elle ne doit jamais oublier à qui elle doit sa place. Michel Mercier, elle, refuse instinctivement ce pacte tacite, non par provocation, mais par impossibilité morale. Elle ne sait pas se soumettre, elle ne sait pas faire semblant. Bien avant que les mots harcèlement ou abus de pouvoir n'entrent dans le langage courant, elle en a déjà vécu la réalité. Des mains qui s'attardent trop longtemps, des propositions ambiguës, déguisées en opportunités professionnelles, des rôles conditionnés à des concessions qui n'ont rien d'artistique. Un jour, lors d'une négociation en Italie, un magnate du cinéma tente de franchir la ligne. La réaction de Michel est immédiate, instinctive, presque animale. Elle lui crache au visage. Le geste est violent, irréversible, la conséquence aussi. Pendant 1 an, plus aucun rôle ne lui est proposé dans le cinéma italien. Officiellement, il n'y a pas de raison. Officieusement, tout le monde comprend. À Paris, le scénario se répète. Un autre producteur influent tente à son tour de lui imposer sa loi. Cette fois, Michel répond par un geste tout aussi clair, tout aussi définitif. Il ne recommencera jamais. Mais elle, encore une fois, sera punie. Dans ce milieu, se défendre n'est pas vu comme du courage, mais comme une menace. On commence à murmurer qu'elle est difficile, instable, ingrate. Des mots anodins en apparence, mais redoutables dans une profession où la réputation vaut parfois plus que le talent. Ce qui rend son combat encore plus solitaire, c'est l'absence de soutien. À l'époque, les actrices ne parlent pas. Ou plutôt, elles parlent entre elles, à huis clos, mais jamais en public. Le silence est une monnaie d'échange. Celles qui acceptent les règles continuent à travailler. Celles qui refusent de disparaissent. Michel Mercier observe ce mécanisme avec une lucidité douloureuse. Elle sait qu'elle pourrait avoir davantage de rôles, une carrière plus longue, une reconnaissance institutionnelle. Le prix à payer est clair, et pourtant elle ne cède pas. J'aurais pu tourner beaucoup plus de films.
admettra-t-elle des années plus tard sans amertume. Mais je n'aurais plus pu me regarder dans un miroir. Cette phrase résume tout. Là où d'autres choisissent la survie professionnelle, elle choisit la cohérence intérieure. Un choix noble, mais terriblement coûteux. Car dans le cinéma des années 60 et 70, une femme qui dit non est vite remplacée, surtout lorsqu'elle vieillit, surtout lorsqu'elle n'accepte pas de jouer le jeu. Peu à peu, les projets s'éloignent. Malgré son succès international, malgré ses collaborations prestigieuses, Michel Mercier se retrouve en marge d'un système qu'elle a pourtant contribué à faire briller. Elle n'est pas tombée, elle a été poussée, et cette chute silencieuse laisse des traces profondes, non seulement sur sa carrière, mais sur sa vision du monde, des hommes, de l'amour, de la confiance. Car lorsqu'une femme paie si cher le prix de son intégrité, elle apprend une leçon douloureuse. Le courage n'est pas toujours récompensé. Parfois, il isole, parfois, il brise, et souvent, il laisse derrière lui un champ de ruines affectives. Lorsqu'une femme a passé sa vie à se battre contre le monde, elle finit souvent par chercher la paix là où elle espère ne plus devoir lutter, dans l'amour. Pour Michel Mercier, l'amour n'a jamais été un jeu ni un calcul. C'était un refuge, peut-être même une promesse de réparation. Après les humiliations feutrées du milieu artistique, elle aspirait à une relation où elle ne serait ni un mythe ni une image, mais simplement une femme. Son premier grand amour est un artiste, un poète, un homme d'une intensité rare. Avec lui, elle découvre une connexion presque spirituelle, loin des projecteurs et des stratégies. Lorsqu'un prince oriental, immensément riche, fraîchement divorcé, lui propose le mariage et une vie de privilège, elle refuse sans hésiter. Les bijoux, les promesses, les palais ne pèsent rien face à une conviction simple. Elle ne peut pas épouser un homme qu'elle n'aime pas. Ce refus, discret mais radical, en dit long sur la manière dont Michel Mercier conçoit le sentiment amoureux. Le cœur d'abord, toujours. Elle croit ensuite trouver un équilibre dans le mariage avec un homme issu du même milieu artistique. Au début, la complicité est réelle, l'espoir sincère. Mais très vite, l'alcool, les troubles psychologiques et la violence intérieure de son époux fissurent l'édifice. À une époque où le divorce est juridiquement complexe et socialement mal vu, Michel se retrouve piégé dans une union qui l'épuise. Les procédures s'éternisent, les compromis s'accumulent, la liberté se négocie à prix fort. Lorsqu'elle parvient enfin à se dégager, quelque chose en elle est déjà profondément meurtri. Elle tentera encore de croire au bonheur. Un autre mariage, une nouvelle vie, cette fois à l'étranger, avec l'espoir de se réinventer loin du passé. Mais là encore, la réalité se montre cruelle. Les portes ne s'ouvrent pas, les rêves s'étiolent, le couple se défait. Michel Mercier découvre que changer de pays ne suffit pas toujours à changer de destin. Plus tard, un homme d'affaires lui offre enfin ce qui ressemble à une famille. Elle devient belle-mère, s'attache à des enfants qu'elle élève comme les siens. Pour une fois, la vie semble s'adoucir. Mais le sort frappe de nouveau. La maladie emporte cet homme qu'elle aime, et avec lui cette stabilité tant espérée. Comme il n'était pas marié, elle n'hérite de rien, pas même du droit de faire son deuil en paix. Elle doit repartir de zéro, encore. Puis vient la trahison la plus brutale. Un homme plus jeune, élégant, rassurant, se présente comme un allié. Il lui promet de l'aider à transmettre son histoire, à publier ses mémoires, à reprendre enfin le contrôle de son récit. Elle lui fait confiance. Trop. Il détourne son argent, falsifie des signatures, vide ses comptes. En quelques mois, Michel Mercier perd une grande partie de ce qu'elle a construit. Elle vend ses meubles, ses tableaux et même les costumes d'Angélique, ces reliques d'un passé glorieux devenu soudain une monnaie de survie. Cette vente est un arrachement symbolique, comme si elle devait, une fois de plus, se séparer d'une partie d'elle-même pour continuer à avancer. Elle ne crie pas, elle ne se venge pas. Elle constate, avec une lucidité presque douloureuse, elle admettra plus tard. J'ai trop aimé, trop fait confiance. Et pourtant, malgré ses ruines affectives, Michel Mercier n'est pas devenue amère. Elle a aimé pleinement, parfois maladroitement, souvent courageusement. Ce sont ces blessures invisibles à l'écran qui l'ont préparée à affronter la dernière étape de sa vie. Une étape où l'amour ne viendrait plus de l'autre, mais d'un regard nouveau posé sur elle-même. Vieillir n'est pas ce que l'on croit. Ce n'est pas seulement perdre la jeunesse ou voir le corps ralentir. Vieillir, c'est surtout
se retrouver face à soi-même, sans décor, sans rôle à jouer. Pour Michel Mercier, cette confrontation arrive tard, mais avec une intensité rare. Lorsque les caméras se sont éteintes, lorsque les téléphones ont cessé de sonner, lorsque le monde du cinéma l'a doucement relégué au passé, il ne restait plus que le silence. Et dans ce silence, une question obsédante. Qu'ai-je vraiment été au-delà des images ? Installée dans un appartement lumineux dominant la mer, elle vit désormais loin du tumulte. Les jours s'écoulent lentement, rythmés par les rendez-vous médicaux et les souvenirs qui reviennent sans prévenir. Le corps, autrefois si docile, devient un territoire fragile. Le diagnostic tombe comme une sentence. Un mélanome agressif, l'un des cancers de la peau les plus dangereux. Ironie cruelle pour une femme qui a tant incarné la lumière. Les traitements sont lourds, épuisants. Le soleil, autrefois synonyme de vie, devient un ennemi. Elle doit apprendre à se cacher de ce qui l'a toujours illuminée. Puis viennent les chutes. Une première fracture, une seconde. L'immobilité forcée. Des mois sans pouvoir marcher, dépendante des autres, elle qui a toujours refusé de se soumettre. Comme si le corps exigeait, à son tour, une forme d'humilité. Dans cette période de vulnérabilité extrême, une autre perte survient, peut-être la plus intime. Celle de son chien, son compagnon fidèle, son dernier lien affectif quotidien. C'était comme mon enfant, dira-t-elle en retenant ses larmes. Le confier à quelqu'un d'autre est un déchirement silencieux, mais nécessaire. La solitude s'épaissit encore lorsque sa sœur, la dernière de sa famille proche, disparaît à son tour. Autour d'elle, les absences s'accumulent. Les amis, les amours, les collègues, tous semblent appartenir à un autre temps. À plus de 80 ans, Michel Mercier pourrait sombrer dans l'amertume. Mais il se produit alors quelque chose d'inattendu. Une bascule intérieure. Elle cesse de lutter contre ce qui est, elle cesse surtout de fuir Angélique. Pendant des décennies, elle a vu ce personnage comme un rival, une prison, un malentendu géant entre elle et le public. Aujourd'hui, dans le calme de l'âge mûr, elle ose enfin une réconciliation. « Je suis Angélique, et Angélique, c'est moi », affirme-t-elle. Non pas comme une capitulation, mais comme une reprise de pouvoir. Elle ne se définit plus contre son passé. Elle l'intègre. Elle le transforme en héritage. Les hommages arrivent tard, mais ils arrivent. Un jardin porte son nom. Des lettres de fans continuent d'affluer de toute l'Europe. D'anciennes rivales lui adressent des mots tendres. Même les figures princières se souviennent. Ce ne sont plus des applaudissements assourdissants, mais des signes discrets de reconnaissance. Et pour Michel Mercier, cela suffit. Elle n'a plus besoin d'être désirée. Elle veut être comprise. Aujourd'hui, elle ne parle pas avec regret, mais avec lucidité. Elle sait ce qu'elle a perdu. Elle sait aussi ce qu'elle a sauvé, son intégrité, sa dignité, sa capacité à aimer sans calcul. Sa vie n'a pas été facile, mais elle a été pleinement vécue. Et dans un monde où tant de destins brillent, puis s'éteignent dans le non-dit, elle a choisi, au bout du chemin, de dire sa vérité. Alors la question se pose, et elle vous est adressée, à vous qui regardez cette histoire avec vos propres souvenirs, vos propres renoncements. Si vous deviez être connu pour un seul rôle, une seule image, accepteriez-vous d'y sacrifier le reste de votre vie ? Si cette histoire vous a touché, si elle a réveillé en vous une émotion, un souvenir ou une réflexion, prenez un instant pour la partager. Laissez un commentaire. Dites-nous ce que vous retenez du parcours de Michel Mercier. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de la partager avec ceux pour qui ces histoires résonnent encore.